Je vais commencer par introduire rapidement la table ronde, enfin plus ou moins rapidement, en posant quelques définitions aussi. Ensuite, chacun se présentera, donc on a pas mal d'intervenants autour de la table, avec chacun des fonctions différentes qui sont intéressantes pour évoquer la commercialisation. Et puis ensuite, on rentrera en débat sur quelques questions que j'ai ciblées, et puis voilà, on essaiera de tous les traiter, je ne sais pas si on aura le temps, mais on verra. Donc, pour introduire cette table ronde, je suis reparti du numérique et de l'impact du numérique dans les sports de nature. Et donc j'ai trouvé une étude de deux chercheurs géographes de l'Université de Grenoble, Pascal Mahot et Olivier Aubin, qui font un triptyque de l'emprise du numérique dans les sports de nature. Donc il y a une tendance qui est publique et étatique, donc qui sont des initiatives, je le cite, visant à maintenir une forme de régulation, visant à encadrer le fonctionnement et à offrir un cadre normatif dans le domaine des sports de nature. Donc là on est plutôt dans une perspective réglementaire et normative. Une seconde serait alternative et collaborative. C'est ce que eux nomment le sport de nature 3.1. Et là, il s'agit de toutes ces plateformes qui sont entretenues par des usagers, type Camp2Camp, Ski Tour, vous devez les connaître. Et enfin, une troisième tendance, c'est celle qui va peut-être le plus nous intéresser aujourd'hui, que eux nomment ultralibérales et qui sont de l'ordre des plateformes. Donc voilà. Si on en revient aux professions et aux professionnels de la montagne et de l'escalade, donc des guides et moniteurs, ils ont été diversement impactés par l'apport des outils numériques, mais on va dire que ce qui les impacte, c'est avant tout la commercialisation, donc c'est une tendance libérale. Donc, plusieurs canaux de commercialisation pour ces professionnels. Il y en a un qui est historique, il s'agit des bureaux et des compagnies de guides, mais qui rassemblent aussi des moniteurs d'escalade. Et celles-ci se sont diversement adaptées, bien adaptées aux apports du numérique par des sites internet plus ou moins aboutis et de qualité quand même fort inégale, faut l'avouer. Ensuite, une autre mode de commercialisation qui a vraiment bénéficié et profité du tournant du numérique sont les agences. Donc les agences, je vais vite fait les définir. Pour pouvoir exercer, elles possèdent ce qu'on appelle un agrément tourisme délivré par Atout France, qui leur permet de vendre des produits tout compris, donc qui lient à la fois des prestations d'encadrement, d'hébergement et ou de transport. Donc chaque agence contracte une responsabilité civile professionnelle qui l'assujettit à une obligation de résultat quand les guides et moniteurs ont des obligations de moyens. C'est une petite différence. Et donc pour ça, elle est un véritable appui en ce qui concerne l'organisation des séjours, et notamment pour régler d'éventuels problèmes auxquels pourrait faire face le professionnel pendant l'encadrement. Donc il y a un véritable suivi des professionnels de la préparation des séjours, qui sont plutôt faits par les agences, jusque pendant l'encadrement en cas de pépin. Donc évidemment, elles prennent une commission qui en gros s'échelonne entre souvent 20 et 25% du prix total. Le créneau de vente des agences, c'est souvent le groupement d'individuels regroupés, donc les GIR, alors que les guides indépendants travaillent majoritairement à l'engagement. Alors j'avais de quoi projeter des chiffres des différentes enquêtes professionnelles menées par un des syndicats, donc le syndicat national des guides de montagne, et qui montrait qu'entre 2006, donc date d'une des enquêtes, et 2016, date de la dernière enquête, les journées de guides indépendants, donc de guides hors structure, étaient passées d'un petit peu plus de 36% à près de 60%, donc c'est énorme, quand on a une diminution de la part des journées qui ont été faites en agence de un peu moins de 15% à un tout petit peu plus de 10%, donc en gros une baisse de 4 points à peu près. Donc une baisse des agences et un peu plus de travail hors structure, donc c'est-à-dire de guides qui vont picorer à droite à gauche, et notamment probablement dans cette dernière forme qui va nous intéresser aujourd'hui, qui sont les plateformes, et qui n'ont pas du tout été étudiées par ces enquêtes professionnelles, parce que c'est quelque chose de tout récent. Donc ces plateformes, je vais aller très vite, elles assurent l'intermédiaire entre des professionnels et des clients. Elles se basent sur un cadre, un modèle déjà largement éprouvé dans d'autres secteurs, notamment l'hébergement, vous connaissez tous Airbnb ou Booking, ou le transport, notamment Uber qui a donné le nom du terme ubérisation. Voilà, ça je pense que vous le connaissez. Et en France et dans le monde, plusieurs structures se sont ainsi développées dans le cadre des sports outdoor,
notamment du coup Adrenaline Hunter, et d'autres comme Casaden, Hardloop ou ExploreShare. Donc celle-ci se décharge, enfin, ne s'occupe pas du poids administratif de l'organisation, en laissant finalement aux professionnels le soin, a priori, peut-être je me trompe, on va en discuter, de ce que j'en ai vu, en tout cas de remplir, enfin, de créer des produits et de les mettre en ligne. Ces plateformes, en fait, proposent un outil qui est un site internet bien référencé, sur lequel les professionnels peuvent entrer des sorties. Et donc la mise en relation client professionnel se fait avec une fonction d'environ 15% du tarif, 10-15%, enfin voilà, peut-être que je me trompe. C'est plus cher. Oui, ils sont plus chers, voilà. Bon, bah, j'ai pas les termes, les tarifs, moi j'avais l'exemple d'une. Deux petites anecdotes, et ensuite on passera aux grandes questions de cette table ronde. En fait, pour un petit peu étayer cette problématique des plateformes dans notre monde contemporain, ça touche absolument pas que le monde des sports outdoor, ça touche aussi bien d'autres secteurs. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Ken Loach, le dernier Sorry We Missed You, mais ce film traite globalement de l'évolution du rapport au travail, et notamment avec l'arrivée de ces plateformes, avec une prétendue liberté que ce film s'occupe de déconstruire voilà, pendant toute sa durée, et notamment en voyant l'impact de ce travail prétendument indépendant et libre, qui en fait est un travail hyper asservi et loin de la liberté qui était finalement vendue à l'origine. Et une autre anecdote, bon, c'est une émission de France Culture où intervenait une philosophe, Dominique Méda, et notamment qui traitait, enfin voilà, qui parlait vraiment de conditions pires que le salariat, et d'un mode de production qui agit comme intermédiaire, qui prétend se supplier à l'employeur, et finalement qui impose de nombreuses contraintes à ce travailleur indépendant qui est tout sauf libre. Voilà. Et donc elle conclut en affirmant que les gens qui travaillent pour ces plateformes n'ont absolument aucune liberté. Voilà. Donc l'idée, c'est que là je vous dresse un tableau noir, et ça serait un petit peu hâtif de vouloir transférer ces modèles-là qui sont dans d'autres secteurs aux activités outdoor. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est un petit peu de comprendre exactement quel est l'impact de ces plateformes sur nos activités et sur les professionnels que nous sommes pour la plupart. Voilà. On va le faire au travers de quelques questions, notamment, je vais vous les citer, et puis après on reviendra sur chacune d'elles. La première, c'est qui fixe les prix ? Comment faire que finalement cette concurrence tire les professionnels vers le haut, et notamment ça aille à l'inverse d'une paupérisation du métier avec une concurrence qui ferait diminuer les prix, du coup diminuer les salaires des professionnels, des indépendants de la montagne. Je me demandais aussi quelle place restait pour le fondement de nos métiers d'encadrant, qui est quand même un métier d'artisanat. On est avant tout des artisans de la montagne, avec une part de création. Est-ce que le développement de ces plateformes permet encore de pouvoir s'exprimer, exprimer notre créativité ? Est-ce que les syndicats historiques, traditionnels, ont aussi leur rôle à jouer dans la commercialisation, ou est-ce que dans un système très capitaliste, on laisse la commercialisation à des initiatives individuelles et privées ? Et puis, une dernière question qui me semble de taille, c'est quel est le partage des responsabilités finalement et des risques ? Tout à l'heure, je citais le cas des agences qui procuraient un certain suivi, même y compris pendant l'encadrement de la sortie. Est-ce que via ces plateformes, il y a quelque chose qui est pensé par rapport à ça ? Nous, au sein du syndicat, on a aussi des réseaux d'assistance, d'aide à l'assistance accident, qui vient accompagner des professionnels qui vivraient un accident avec des clients. Voilà. Donc on a un vrai suivi par ces structures traditionnelles. Est-ce que si les plateformes se suppléent en partie à d'autres formes de rassemblement qu'étaient les syndicats, est-ce qu'elles pensent aussi à ça ? Voilà. Donc je vais laisser chacun se présenter. Moi je ne me suis pas présenté, je vais le faire rapidement, mais comme je vais animer, je vais moins prendre parti. Donc je suis guide de montagne depuis quelques mois, et doctorant en géographie. Je m'intéresse à des questions de transition du tourisme dans les territoires de montagne. Et par ailleurs, en tant que guide, je suis dans un petit bureau des guides intermassif, déterritorialisé. Donc on se rassemble sur la base de quelle expérience
on veut offrir aux clients, quel est notre... comment on veut exercer une profession, et puis une autre petite structure où je réfléchis beaucoup à des activités d'itinérance et d'immersion, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Yannick? Alors, quel format? C'est 5 minutes que vous nous avez donné pour présenter un peu le truc, le concept, ou des choses comme ça? Vous vous présentez? On essaie de faire... Et après je sais pas. Écoute, on dit max 5 minutes, parce qu'on est dans 1, 2, 3, 4, 5, 25, un petit peu moins de 5 minutes si possible. Je fais rapidement, ok. Donc moi je me présente rapidement, donc je suis Yannick Valençon, je suis guide de haute montagne depuis 1997, avec d'autres métiers en parallèle, c'était un métier secondaire. Et je dirige également un syndicat que j'ai fondé il y a 5 ans, qui s'appelle le syndicat interprofessionnel de la montagne, qui regroupe toutes sortes de diplômés, du guide de haute montagne jusqu'au moniteur de parapente. Donc en partenariat avec ce syndicat, j'ai monté une plateforme qui est en cours de développement actuellement, qui s'appelle Offtrax, donc offtrax.fr pour l'adresse française, voilà. Donc vous avez là une image qui vous montre un petit peu l'éventail des activités susceptibles d'être concernées par cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui ne concerne pas que les sports de montagne, il y a 6 univers, montagne, mer, terre, eau vive, air et découverte. Découverte, c'est des activités de pleine nature au sens large qui peuvent être éducatives, etc. Alors, donc le nom, on a choisi le nom Offtrax parce qu'il s'agit de partir à l'aventure hors des sentiers balisés par le marché, entre guillemets, et de plus en plus standardisé, de là où on cherche à s'écarter de cette standardisation et de ce risque d'ubérisation justement que dénonçait Yann. Pourquoi est-ce qu'on évoque cet imaginaire de la tribu? Pourquoi on parle de la tribu nature? D'une part parce que ça fait référence à une sorte de tribu gauloise qui lutte encore et toujours contre l'envahisseur. Alors l'envahisseur c'est quoi? C'est la standardisation, c'est l'industrialisation et c'est l'ubérisation justement. Et puis c'est aussi une tribu d'Indiens, entre guillemets, qui est proche de la nature. Les Indiens d'Amérique étaient les premiers écolos et sans doute les plus efficaces. Et qui sont aussi des guides de terrain hors pair, on les appelait les scouts à l'époque, cette expression vient de là. Alors cette plateforme, elle a 2 objectifs principaux. Le premier objectif, il est vis-à-vis des pratiquants amateurs, donc nos clients potentiels. L'idée, c'est de leur proposer, à travers cette plateforme communautaire, d'organiser leurs activités de pleine nature de A à Z, donc dans les 6 univers différents que j'ai évoqués. Et le deuxième objectif, il est vis-à-vis des professionnels eux-mêmes, donc des guides et moniteurs. Il s'agit de leur offrir un canal de commercialisation efficace qui puisse rivaliser avec ces fameuses plateformes qu'on évoque comme Casaden ou Adrenaline Hunter, etc., en termes d'efficacité, mais qui soit aussi équitable et défenseur de la qualité artisanale du métier qu'évoquait justement Yann. Alors, une originalité de cette plateforme, c'est que ce n'est pas seulement une plateforme de mise en relation de clients avec une offre commerciale ou avec des professionnels. Elle a 3 espaces complémentaires. Elle va avoir, puisque ce n'est pas encore en ligne tout ça, donc la partie commerciale classique qu'on connaît sur les plateformes existantes, c'est-à-dire une espèce de catalogue de professionnels et de leurs offres, et puis une partie communautaire où les utilisateurs du site vont pouvoir échanger entre eux à travers des forums, des choses comme ça, et aussi une partie information où on mettra en ligne des contenus éditorialisés permettant d'approfondir la réflexion, l'information et le rêve sur telle ou telle activité. Et pour finir, donc, quelle est l'ambition générale de cette plateforme? C'est la création d'un modèle vertueux. Un modèle vertueux qui, d'une part, optimise l'expérience client, comme on parle dans le marketing digital, où en gros, il va pouvoir trouver rapidement ce dont il a besoin pour pratiquer son activité. Un modèle vertueux qui valorise spécifiquement le travail artisanal de qualité, qui s'inscrit résolument dans le commerce équitable et la transition écologique. Commerce équitable puisqu'on ne va pas ponctionner des commissions trop importantes, et qu'on ne va mettre en ligne que des produits et des offres qui nous semblent en phase avec ces impératifs de transition écologique. Et enfin, un modèle vertueux qui va créer des ponts et des liens entre tous les univers de la pleine nature et qui ne va pas compartimenter de manière très stricte la montagne en ne laissant les professionnels de la montagne qu'entre eux et ceux de la mer qu'entre eux. Au contraire, on va créer des liens entre eux. Et enfin, un modèle qui va préserver et renouveler l'intérêt à long terme des métiers de la pleine nature. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Ça nous semble en phase avec les missions d'un syndicat professionnel, puisque ça fait partie aussi de la discussion, et que c'est à l'initiative d'un syndicat qu'on monte ça. Ok, merci Yannick. Donc Ludo Erard, va se présenter. Bonjour, Ludovic Erard, donc président guide de haute montagne à Grenoble. Je suis président du bureau des guides et accompagnateurs de Grenoble. Voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. Ça prend sur les questions. Bonjour, donc Eric Chaxal,
Donc moi je suis moniteur d'escalade indépendant là, depuis une dizaine d'années et récemment aspirant guide de haute montagne. J'interviens comme moniteur indépendant, c'est-à-dire que je travaille essentiellement sur de la formation en escalade depuis plus de 5 ans maintenant, des stages essentiellement et des formations à la demi-journée ou à la journée. Alors moi je trouve important aussi c'est de parler des clients. Qui sont mes clients comme moniteur indépendant? J'ai la chance, c'est vrai, d'être basé à Lyon et je suis à côté d'un pool de clients qui est très important puisqu'il y a tous les nouveaux clients qui sont générés, on va dire, par les salles d'escalade lyonnaises. Donc, vous devez savoir qu'il y a eu un vrai boom de escalade en ville depuis 5 ans. Sur Lyon, dans les 2 dernières années, on a eu 5 salles d'escalade qui sont ouvertes, donc des blocs, qui ont amené énormément de nouveaux clients, on va dire, de nouveaux pratiquants de cette activité. Ce qui est très bien pour nous professionnels, on va dire, de l'escalade et de la montagne de manière générale, puisqu'on peut amener ces nouveaux clients, on va dire novices, à pratiquer des activités comme l'escalade en falaise, l'escalade en grande voie, en terrain d'aventure et potentiellement en montagne. Donc on a la chance à Lyon d'avoir ce pool de clients. Ça c'est une de mes, on va dire, clientèle. La seconde clientèle, c'est via un site internet que j'ai créé il y a 4 ans, qui s'appelle équilibrevertical.fr, où j'arrive à toucher un public un peu plus large, donc sur la France. J'ai quelques clients parisiens notamment, hein, pareil, qui viennent souvent de ces nouvelles salles d'escalade à Paris, sur Lookout, Verticala. Et un site internet donc, avec des produits, donc des stages avec des prix, qui est doublé d'un blog en fait sur l'escalade, qui s'appelle escaladedion.fr. Mais je fais beaucoup de publications liées à mon activité de moniteur, donc sur mes sorties, sur mes stages, sur des sujets généraux sur l'escalade. Voilà. Bonjour, Elsie Trichon. Alors j'ai un passé, je suis diplômée d'HEC Paris et j'ai travaillé 5 ans dans le marketing. Donc voilà, j'ai une dimension, une connaissance de l'entreprise qui est plutôt bonne, on va dire, et de la dimension communication. Et depuis 4 ans, j'exerce l'activité de guide de haute montagne. Aujourd'hui, du coup, je le fais donc à titre professionnel, on va dire personnel. J'exerce d'une part dans la formation, parce que c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup en travaillant avec des clubs alpins. Un club alpin local et également un club alpin destiné à la formation des femmes qui s'appelle Lead the Climb ou l'association Girls to the Top. C'est quelque chose qui personnellement me motive beaucoup de former des femmes à l'autonomie et les encourager à prendre le leadership en montagne. Et d'autre part, une activité beaucoup plus artisanale où je vais privilégier un peu la relation à long terme avec mes clients. Donc pour avoir une relation, pour travailler avec des clients que je connais bien et qui je peux proposer vraiment un peu du parfaitement sur mesure, dans le sens où je vais les orienter, leur proposer des choses qui correspondent à leur niveau, à leurs envies. Et c'est vraiment personnellement la dimension du métier qui me plaît énormément. Donc du coup là-dessus finalement assez peu de réseaux sociaux puisque en fait les clients reviennent et puis font un peu de bouche à oreille. Et par contre, à titre aussi bien en tant un peu qu'athlète et professionnel, bien sûr, je communique beaucoup sur Facebook, Instagram et ses réseaux sociaux. Et j'ai également un site internet avec un blog. D'autre part, je me suis impliquée dans le syndicat national des guides de haute montagne, que j'appellerais SNGM pour faire court. Donc je suis membre du bureau directeur. Et ça permet justement de travailler avec la force du collectif sur certaines dimensions. La commercialisation, les thématiques d'aujourd'hui en font partie. Parce qu'on a 1500 guides actifs adhérents environ. Et on a une pratique très individualiste, mais je pense que derrière, c'est important de se rassembler pour mutualiser les connaissances, les efforts, et puis adresser certaines problématiques qu'on ne pourra faire qu'en étant ensemble. Merci. Donc moi c'est Vincent Pinto, donc je suis responsable France pour adrenalinehunter.com. Donc la grosse différence avec tous les acteurs de cette table ronde, c'est que je suis ni guide de montagne, ni moniteur. Pour le coup, je suis juste passionné de sport depuis toujours, et j'ai eu l'opportunité de participer à la création d'adrenalinehunter.com. Adrenalinehunter.com, avant tout, c'est un site de réservation, clairement inspiré un des plus grosses marketplaces du monde aujourd'hui. On parlait de Booking, de Airbnb, de Amazon. L'idée, clairement et très simplement, c'est de promouvoir donc des activités sportives via des partenaires du monde entier et de permettre donc à des clients du monde entier de les découvrir et de faire des demandes de réservation. Donc
moi, mes partenaires aujourd'hui, c'est des guides de montagne indépendants, c'est des gros bureaux moniteurs, mais ça peut être aussi des écoles de canyon, des écoles de surf, de parapente, dans le monde entier. Notre vraie valeur ajoutée, clairement, c'est typiquement une famille d'Allemands qui va en vacances en Afrique du Sud, qui fait des recherches avant de partir sur ce qu'ils vont pouvoir faire comme activité en arrivant en Afrique du Sud, et qui puissent faire la réservation en direct avec les prestataires locaux, aux prix locaux. Et ça va faire maintenant 4 ans qu'on existe. Le site il a passé les 3 ans l'année dernière. Et on doit avoir à peu près 1 000 de partenaires en France et à peu près 5 000 sur le monde. Voilà. Pour Adrenaline Hunter. Je sais pas si ça marche. Je te repasser. Vous êtes en marche. Ouais, j'aime. Bon. Alors du coup, on va reprendre chacune des questions les unes après les autres. Et comme, bon, peut-être aussi un peu l'objet d'aujourd'hui, c'est d'en connaître un petit peu plus sur ces plateformes. Nous, elles nous interrogent tous, je pense tous les 4, tous les 5, on n'est pas très novices, on est novices là-dessus. Et donc, ce que je propose, c'est qu'à chaque fois que j'introduis une question, peut-être Vincent, tu donnes ton éclairage, comment ça fonctionne chez Adrenaline, et puis nous, on réagit après aussi par rapport à nos différentes manières de commercialiser, et puis on rebondit. Donc la première, il était question des prix, et je suis parti d'un constat qui est que, alors je connais mieux l'univers des guides que celui des Budescades, à mon avis, on est sur les mêmes logiques. Mais on n'a jamais vraiment réussi à se mettre d'accord, non pas sur les prix parce que c'est interdit, mais sur au moins un prix minimum. C'est-à-dire qu'il y a une énorme disparité, par exemple, entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, ou selon l'organisme avec lequel on travaille, qui fait que la rémunération nette, c'est-à-dire celle qui va dans la poche du professionnel quand sont enlevés les frais intermédiaires, peuvent aller de 250 € la journée à plus de 500 €. Voilà, on fait vraiment le grand écart pour la même pratique. Donc, je me suis posé un petit peu la question de comment finalement, dans les plateformes, vous fixez les prix. Est-ce que vous avez une politique par rapport à ça ou pas? Et puis après, on verra comment chacun de nous, peut-être, peut contribuer au débat sur cette question. Alors, pour le coup, je ne vais pas pouvoir répondre pour toutes les plateformes. Non, aujourd'hui, on parle d'Adrenaline. Hein. Énormément de plateformes sur différents modèles. Pour Adrenaline Hunter, nous, on n'invente rien. Globalement, on est sur un modèle qui est assez simple, qui est assez transparent. On vend nos partenaires à leur nom directement et leurs produits. On fait évidemment du conseil s'ils sont intéressés. On a une expérience qui est un petit peu globale et une vision qui est un petit peu qui commence à être large par rapport aux différentes activités. Et clairement, l'idée, c'est qu'on ne va pas créer de produits pour nos partenaires. C'est nos partenaires qui nous proposent les activités qu'ils veulent mettre sur Adrenaline Hunter. Et ensuite, on travaille ensemble sur les différentes activités qu'on met en avant. La seule chose qu'on demande à nos partenaires, c'est qu'ils vendent au même prix, en direct, que sur Adrenaline Hunter. Et la seconde chose, c'est que c'est nos partenaires qui rémunèrent Adrenaline Hunter, et c'est jamais le client final. Le client, il doit avoir le même produit chez Adrenaline Hunter que s'il passait en direct. Et le partenaire, lui, nous rémunère pour l'apport du client. Ok, ça fonctionne une fois sur deux, je pense que ça ne fonctionne pas très bien. Ok. Est-ce que d'autres veulent réagir sur la manière dont se fabriquent un peu les prix des prestations? Faire, c'est comparer leur modèle et le nôtre. Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est de comparer les modèles de commercialisation et de voir un petit peu comment chacun choisit de fixer les prix. Donc, je t'en prie. Ouais, je me fie avec Yannick s'il est bavard. Oui, non, je vais pas. Donc, nous, c'est un petit peu différent. Donc, il y a effectivement une liberté du guide, enfin, si on parle de montagne du guide, de fixer effectivement ses tarifs. Sauf que nous, on va peut-être plus fonctionner sur le modèle d'une compagnie qu'est Yann, c'est-à-dire qu'on est partie prenante de ce métier, on essaie de le préserver, et donc on ne va mettre en ligne que des choses qui correspondent à une certaine idée qu'on se fait de ces métiers, c'est-à-dire que écologiquement responsable, socialement responsable, commerce équitable, etc., des choses qui nous semblent être porteurs d'innovation, etc., et on pourra les conseiller au niveau marketing, au niveau tarifaire, c'est-à-dire que si on pense que la chose vaut plus que ça, on va essayer de le valoriser un peu plus. Voilà. Plus une dimension de conseil et sélection en amont. On ne veut pas tout le monde, on veut des gens qui sont en phase avec cette idée générale du métier qu'on essaie de promouvoir. Et est-ce qu'il y a un regard sur les prix qui se pratiquent sur des prestations équivalentes sur le marché ou vous considérez seulement l'engagement physique,
aussi d'intégrité, temporelle aussi, pour mettre en place des prix? Nous, personnellement, on essaie de se sortir des contraintes du marché tel qu'il est aujourd'hui en se disant ce produit-là, il a une valeur objective intrinsèque, indépendamment de ce qui se fait par ailleurs. L'idée, c'est de mettre en avant, on ne veut pas de produits standards, enfin de tarifs standards, ou même de tarifs planchers, c'est-à-dire que pour nous, un guide, s'il fait du travail d'une école d'escalade au Gaillan, par exemple, à Chamonix, c'est pas le même tarif intrinsèque ou objectif que d'aller faire une grande course je ne sais où. Donc voilà, et de la même manière, quelqu'un qui est accompagnateur en montagne mais qui par ailleurs est docteur en biologie, qui va avoir une démarche particulière éducative, ça vaut plus cher qu'une simple balade où on fait du promène-couillon autour du village. Bon, voilà, je caricature exprès, mais c'est ça. Et le tarif standard, pour nous, est une aberration selon mon analyse à moi. Alors déjà, il faut quand même rappeler que chaque guide, chaque moniteur d'escalade, chaque travailleur indépendant est libre de fixer ses tarifs. Donc il y a quand même dans les métiers, dans chaque métier, un peu ce qu'on va appeler des us et coutumes. Des fois, c'est un petit peu initié par des bureaux des guides qui publient de façon très transparente leurs tarifs. C'est aussi largement discuté en professionnel et ça fait un peu une sorte de référence sur laquelle beaucoup de personnes vont se baser. Malgré tout ça, on observe quand même un très grand écart massif de ce qui se pratique. Donc ça, c'est quand même une donnée intéressante à avoir. La perspective, voilà, ce qu'on a réfléchi au sein du syndicat du SNGM, c'est que d'écouter un peu ce que les guides disent. On organise notamment diverses rencontres interguides depuis cette année là, dans chaque massif à différentes périodes d'année. Et c'est sûr que, en tout cas, la rémunération est vraiment un sujet de discussion important parce qu'il faut mettre en parallèle effectivement ce qui se fait aujourd'hui, mais aussi quelle est la qualité de vie qui en ressort. Et en tout cas, bien entendu, on ne considérera pas mettre en place d'entente sur les prix, ça c'est sûr que c'est une question, mais qu'en tout cas, favoriser des échanges entre les guides par massif ou par type un peu de métier, c'est en tout cas une donnée pour vraiment comprendre un peu quelle est la valeur du travail qu'on fait et essayer de la prendre en compte un peu quelque part séparément de qu'est-ce qu'on observe sur le marché à l'heure actuelle. Je me permets de reprendre le micro par rapport à ça. Donc nous, Adrenaline Hunter, on n'est pas guide de montagne, on n'est pas moniteur. Donc on ne se permettra jamais de dire à un guide qu'est-ce qu'il doit facturer au client. Ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de permettre à des clients de découvrir ces prestations. Si elles sont trop chères, il n'aura pas de réservation. Si elles ne sont pas assez chères, il gagnera peut-être moins d'argent. On va faire du conseil, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on ne vend pas, mais on ne se permettra jamais de dire à un guide de vendre moins cher ou de vendre plus cher. Ce n'est pas notre métier aujourd'hui. Nous, clairement, en tant que plateforme, c'est d'apporter de la visibilité, d'apporter un chiffre d'affaires supplémentaire, d'apporter des nouveaux clients, des gens qui n'auraient pas forcément l'idée de faire ces activités-là, mais ce n'est pas lui apprendre à faire son métier. On n'aura jamais cette position-là, et clairement, on n'a pas envie d'avoir cette position-là. Et la commission, est-ce que vous m'avez dit que c'était plus que 15 ? C'est transparent ou c'est... Oh, c'est complètement transparent. C'est variable par rapport au pays. Sur la France, on est sur une commission moyenne qui est autour de 20% hors taxe. Mais il y a des pays comme les pays nordiques, par exemple, je pense à l'Islande, la Norvège, on est plutôt sur du 16-17%. Et en Asie, ça va jusqu'à le plus haut de commission, 32%. Mais ça, c'est des commissions qui sont par pays principalement, par sport, et qui sont donc en direct avec nos partenaires. Mais globalement, c'est une fourchette entre 17 et 32. Ouais, j'ai l'impression, et peut-être que tu infirmeras, après on va laisser parler deux camarades, que par rapport à d'autres formes de plateformes qui finalement imposent un prix à la course, vous n'avez pas du tout ce regard-là sur les prix, enfin en tout cas cette ingérence ou gérance sur les prix. Pour nous, clairement, la différence qu'on va avoir avec les différentes plateformes, c'est que notre priorité à nous, c'est évidemment nos partenaires, mais c'est aussi et surtout de pouvoir permettre à des clients de faire les activités. Nos partenaires vendent en nom propre à leur prix. Moi, c'est tout ce que je leur demande, c'est de ne pas vendre plus cher sur Adrenaline Hunter. C'est mes partenaires qui vendent leurs produits sur un canal différent. On est simplement un canal supplémentaire, on ne veut pas remplacer leurs activités, on ne veut pas gérer toutes leurs réservations. On veut leur permettre, s'ils font 100, de faire 105, 110, simplement. Et peut-être dernière question, parce que, dernière question, c'est vrai que quand on travaille
comme indépendant, comme guide ou moniteur, pour des structures, des fois, il y a quand même un truc, c'est à qui appartient les clients, entre guillemets. C'est-à-dire que certaines structures disent, bon bah, quand vous passez par nous, les clients, vous ne leur donnez pas votre numéro de téléphone. S'ils veulent vous reprendre, vous repassez quand même par cet intermédiaire-là. Quelle politique vous avez par rapport à ça? Puis après, on passera sur les deux autres modèles. Alors, pour le coup, nous aujourd'hui, 80% de nos clients réservent des activités de découverte qui sont faciles d'accès. C'est du canyoning, c'est de l'initiation à l'escalade, c'est des cours de surf. Ces clients-là réservent chez Adrenaline Hunter. Nos partenaires confirment les réservations et à ce moment-là, ils sont en contact direct. Au moment où la réservation est confirmée, le client reçoit les contacts du moniteur ou du guide. Le moniteur ou le guide reçoit les contacts des clients. Un client, c'est très rare qui réserve 2 fois chez nous avec le même prestataire. Par contre, on a de la récurrence s'ils vont ailleurs dans le monde, s'ils veulent faire un autre massif. Là, c'est régulier. Mais dès le départ, il y a le nom des prestataires sur le site, donc le client peut comparer s'il le souhaite. Et dès que l'activité est confirmée, on fait de la mise en relation. Dans le cas où c'est des activités plus techniques, je pense à la haute montagne particulièrement, c'est une toute petite partie de notre business aujourd'hui, puisque aujourd'hui on n'est pas guide et on n'a pas forcément les compétences techniques pour vendre certaines destinations. Donc nous, ce qu'on vend beaucoup en haute montagne, c'est de l'initiation à l'alpinisme, c'est de l'initiation à l'alpinisme. Ça, on sait faire. Au-dessus, parfois on se dédouane, c'est vraiment très compliqué et on envoie en direct. Et si le client veut passer par nous parce qu'il nous a découvert et parce qu'on parle sa langue, on le gère et souvent on se rapproche directement du guide en toute transparence. Parce qu'aujourd'hui, et je ne sais pas si on l'aura un jour, je pense qu'on n'aura jamais les compétences chez Adrenaline Hunter pour vendre un Chamonix Zermatt en ski de rando. Et encore, c'est un produit qui est relativement simple parce que maîtrisé. Ouais. Mais on n'a pas forcément la vocation à vendre ce type de produit aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte qu'un maximum de monde découvre les activités de nos partenaires. Toute activité confondue. Eric Luneau, sur la fixation des tarifs du bureau des guides. Oui, alors, je rebondis juste. Un Chamonix Zermatt, c'est pas si facile que ça. Oui, par la standardisation. Malheureusement, on en a eu la preuve il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Donc, même les produits à l'extérieur qui semblent simples sont plutôt, des fois même très compliqués. Donc moi, en tant que président du bureau de Grenoble, sur les prix, on essaye de se réunir, de créer une petite commission chaque année et on regarde produit par produit en essayant de se dire quel serait le bon prix. Alors le bon prix par rapport à des paramètres qu'on se fixe, entre guillemets, de pénibilité, on appelle ça comme ça dans le monde du travail, le temps passé. Une école d'escalade de 4 heures, c'est quand même pas la même chose que quand on reste toute la nuit au refuge et on y prend beaucoup de plaisir, mais on n'est pas en famille. Donc on se réunit à plusieurs professionnels, on dit voilà, telle activité, on estime que ça vaut ça. Alors on se cale plus ou moins sur ce qu'il y a autour, mais on s'en écarte de plus en plus parce qu'on estime que notre travail a une valeur relativement élevée et les clients sont prêts à payer le prix pour qu'on soit avec eux du début de la création du projet jusqu'à la fin. Eric, comment toi, tu as une plateforme individuelle et après aussi tu pourras rebondir, c'est ça? Comment tu fixes les prix à titre individuel? Ouais. Alors moi, je fais un peu la distinction entre un travail de guide. En fait, le guide fait beaucoup du guidage, c'est-à-dire qu'il emmène des gens en montagne, et ça va être en fonction de la course, un nombre de personnes. On va faire des courses à 4 personnes, d'initiation type rando glaciaire, des courses à 2 comme le Mont Blanc par exemple, des courses à un client, là, des ascensions techniques montagne. Moi pour l'escalade c'est un peu différent, je ne fais pas du guidage la plupart du temps, j'en fais un peu, mais en escalade on fait beaucoup de la formation, beaucoup de stages. Et du coup le stage ça va forcément être avec un nombre de personnes, un certain nombre de personnes. Donc pour fixer mes prix, en fait, je vais déjà partir sur une rémunération que je souhaite, qui va être autour de 300 € par jour, sur un stage de 1 semaine par exemple.
À cette rémunération, je vais ajouter mes frais, qui vont être le transport, l'hébergement, des frais de matériel, hein, puisque quand j'utilise par exemple des coinceurs pour des stages de terrain d'aventure, forcément ça s'use et je peux en perdre. Hein, ça, c'est pareil, il faut avoir un coût d'amortissement. Et donc, je vais avoir un total, hein, et ce total, je vais le diviser par un nombre de personnes. Et c'est ça qui est un peu délicat, en fait, pour moi. C'est-à-dire que je vais me baser sur un nombre de personnes minimal que je vais pouvoir emmener et en dessous duquel je vais perdre de l'argent. Enfin, perdre de l'argent. Ce que j'entends, je vais moins gagner. Bon, après, le jeu est intéressant parce que si vous avez plus de personnes, vous allez gagner plus que ce que vous aviez prévu. Sur une année, j'ai plusieurs stages. Hein, j'ai des stages dans le Verdon, dans les Calanques, autour de Lyon. Et finalement, sur une année, j'ai certains stages où j'ai peut-être moins de gens et d'autres stages où j'ai plus de personnes. Donc ça s'équilibre plus ou moins sur une année. Voilà. Mais la plupart du temps, en fait, je pars sur une rémunération de 300 € et sur un stage d'une semaine par jour. Et je pars sur 4 personnes en moyenne par stage. Voilà. Sachant que des fois, je peux en avoir que 3 et des fois, je peux en avoir 6. Là, on a beaucoup parlé de la façon dont on cherche quelque part à estimer un peu les tarifs et les tarifs qui nous paraissent justes. Après, ce que j'observe, le ressenti dans la profession, et quelque part, j'ai l'impression que c'est quand même une réalité, c'est qu'entre ce qu'on pourrait considérer une juste valorisation un peu de notre action et tout ce que ça prend en compte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est travailleur indépendant, qu'on a beaucoup de charges, qu'il y a une certaine activité, une précarité liée à l'activité, si on se blesse ou autre, qu'il y a tout un tas d'aspects annexes, le temps qu'on va passer en amont de la journée. Parfois, il est quand même vraiment significatif. Plein de choses qui vont faire que, en fait, si on compare la journée d'un moniteur d'escalade, d'un accompagnateur, d'un guide, par rapport à d'autres artisans, si je pense à un artisan peintre, un maçon, un électricien, on s'aperçoit quand même qu'on est quand même relativement bas et que c'est quand même une problématique du métier. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là qu'on a bien évoquée d'estimer un peu quel est le tarif juste, mais qu'on ne peut pas ignorer, qu'on est quelque part quand même soumis à la concurrence, soumis au marché, et que ça, c'est justement quelque chose qu'il faut payer. Alors je pense d'une part que cette concurrence, pour qu'elle soit positive, il faut quand même qu'elle soit un peu adéquate. Il ne faut pas qu'il y ait un trop grand déséquilibre entre offre et la demande, et ça c'est au travail de chacun, au travail des syndicats, au travail des bureaux, d'essayer d'élargir un peu la clientèle. Mais il y a aussi une autre dimension, et qui, je pense, rentre un peu dans la problématique qu'on va discuter aujourd'hui, mais qui est avec le numérique, et une opportunité formidable d'élargir la clientèle, et je pense que des plateformes comme ça offrent vraiment une vraie solution là-dessus. La contrepartie un petit peu dangereuse, c'est sur quel élément de comparaison est-ce que les clients vont pouvoir acheter la prestation et vont évaluer la prestation. Et le problème, c'est que alors que la qualité de la prestation se fait finalement sur le terrain et avec la personnalité et l'investissement personnel du guide, le choix est finalement quelque part ce qui va influencer aujourd'hui fortement les prix, notamment sur Internet. Ça va se faire sur des éléments qui sont potentiellement problématiques parce que ça va être un sommet plutôt qu'une prestation de guide, d'encadrement. Ça va être un prix qui va être vraiment très important. Et là, du coup, ça, c'est vraiment, je pense, une dimension qui est importante à discuter parce qu'elle peut être à double tranchant. Un petit, justement, sur le choix qu'on a fait pour répondre à cette préoccupation des tarifs. Évidemment, les tarifs sont indiqués sur les fiches relatives à chaque offre, mais en revanche, il n'y a pas de comparateur de prix. C'est-à-dire que ce n'est pas un critère de sélection des offres, le tarif. Vous n'avez pas de classement, vous ne pouvez pas choisir je suis prêt à payer moins de 80 € ou je ne sais pas combien, c'est pas possible ça. Donc on n'aura pas de classement comme ça. En revanche, on a un classement qualitatif des offres, c'est-à-dire qu'on a des critères, des labels de qualité, par exemple, on va décerner, certains professionnels obtiendront un label. Et on a 3 labels, par exemple. Coach and Guide, c'est celui qui a des compétences spécifiques dans l'accompagnement psychologique ou physique, par exemple. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Smart, excusez-moi. On a Power Guide, ce seraient des guides qui seraient spécialistes de la haute performance, qui peuvent vous emmener, par exemple, dans la Walker, dans la phase nord des Grandes Jorasses. Et on a un autre qui s'appelle Eco Guide, qui serait spécialiste de la vulgarisation environnementale, par exemple aller voir la faune ou la flore comme accompagnateur. Et en fait, on va sélectionner plutôt sur des critères comme ça, c'est-à-dire que le client va chercher une offre qui lui correspond vraiment, et dans un deuxième temps seulement, il regardera le prix, mais
au moins le prix pourra être valorisé par quelque chose d'un peu plus spécifique et qui correspond vraiment à ce qu'ils cherchent, à ce qu'on cherche à faire en tout cas. On va peut-être passer au deuxième point, et Bzim faisait une bonne transition. Peut-être une petite anecdote. Tout récemment, un client me contacte pour aller au Mont Blanc, donc le Mont Blanc à ski. Je pense que vous n'êtes pas censé... vous devez être au courant que le Mont Blanc est un des sommets où on va beaucoup travailler comme guide. Il y a une énorme demande. Et donc je lui donne un tarif. Moi, je ne m'en veux pas trop. Je dis, bon, l'été c'est 1500. Je me dis, bon, l'hiver c'est à peu près la même chose, c'est 2 jours c'est 1500. Et donc je ne vais pas forcément voir ce que fait la concurrence, en me disant, voilà, moi j'ai l'impression que de monter au Mont Blanc l'hiver, par rapport à la contrainte d'altitude, d'effort, de fatigue que ça va engendrer, le fait que je bloque 3 jours, même si on fait l'ascension en 2 jours, ça vaut ça. Donc je lui envoie un devis, et puis il m'appelle, il me dit, oui, mais quand même, moi je suis allé voir un petit peu à droite à gauche sur les autres prestataires, t'es cher. Je lui dis, bah ouais, écoute, moi c'est ce que je vends l'été, et c'est quand même ce qui me semble être juste par rapport à l'engagement, les différents engagements physiques, aussi de fatigue, et puis l'intégrité qui est liée à la sous. Et donc tout ça pour dire que, me semble-t-il, plus un produit est standardisé, plus finalement nous on a du mal à justifier d'un prix qui nous semble juste par rapport à toutes ces formes d'engagement, et le fait, la résultante, c'est le fait qu'on doive vivre de notre métier. Et donc voilà, je voulais du coup embrayer sur qu'est-ce qui fait, comment avec cette plateforme on garantit ce métier d'artisanat qui fait que on aille justement à l'inverse d'une standardisation, parce que finalement plus on standardise, plus on devient concurrentiel sur un marché qu'on ne contrôle plus, quoi. Et donc par quels moyens chacune des structures de commercialisation valorise, met en avant cette composante artisanale. Alors je ne sais pas si c'est juste, mais j'ai entendu dire que d'autres plateformes, donc, je vais la citer, Casaden, mettrait en avant, donc là c'est le même principe, hein, des guides entre leurs courses, et ensuite Casaden a une plateforme très très bien référencée sur Google. Dès qu'on tape souvent Mont Blanc Guide, on tombe sur les annonces Google Casaden, et donc a priori dans ces annonces Google on fait des choix. C'est-à-dire qu'on peut mettre en avant certaines pratiques et pas d'autres, et vous avez peut-être suivi mon raisonnement, mais peut-être que les choix ils sont faits aussi en fonction de ce qu'on pense qui est plus facilement vendable. Donc peut-être aussi ces produits standardisés dont on sait qu'ils se vendent très très bien. Et donc ma question c'est comment Vincent via Adrénaline et puis après les autres, vous conservez ou pas cette composante artisanale du métier. Il y avait plusieurs questions un peu partout, je vais essayer de répondre sans rien oublier. Pour répondre donc à ta question dans un premier temps, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est très compliqué aujourd'hui de différencier les différents acteurs du marché, qui fait quoi, de quelle qualité, quelle prestation, et particulièrement sur les destinations qui sont entre guillemets très concurrentielles, très touristiques, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais typiquement en parlant du Mont Blanc et de la Vallée Blanche en ski de rando, en ski hors-piste par exemple, aujourd'hui à Chamonix, je ne suis pas guide de montagne, je ne suis pas moniteur, mais je me doute bien qu'en hors-piste autour de la Vallée Blanche, il y a l'embarras du choix. Le problème c'est qu'aujourd'hui, moi je travaille avec 7 guides je crois sur Chamonix, et si je ne leur demande pas, ils me proposent que la Vallée Blanche. Et c'est des guides qui, je suis sûr, préfèrent faire autre chose. Donc nous à notre niveau en tant que plateforme, on serait très motivé pour promouvoir autre chose que les destinations les moins populaires. Très souvent, moi en canyon, quand j'ai des demandes sur un canyon spécifique et que je sais qu'il est blindé pendant l'été, je vais orienter mes clients vers d'autres canyons. Par défaut, les clients vont au plus simple. Les clients vont aller vers l'activité dont ils ont entendu parler. Nous, en tant que plateforme, on peut promouvoir tout type d'activité. Mais par contre, on n'est pas apte à les créer. Donc c'est à nos partenaires de nous donner les outils pour promouvoir ces autres activités. Et par rapport justement à différencier les qualités de guides, nous on vend en nom propre, donc les clients peuvent faire des recherches sur les guides, et dans un second temps, c'est tout ce qui est système d'avis client. Nous à Adrenaline Hunter, on récupère à peu près 25% d'avis sur les clients qu'on envoie. C'est uniquement les clients qui ont fait les activités qui peuvent commenter sur Adrenaline Hunter, donc il n'y a pas de concurrence de soi-même ou autre, et ça se fait assez naturellement avec des avis clients ensuite.
Le deuxième point, c'était Casaden. Casaden, par exemple, c'est un très bon concurrent. Moi, j'adorais travailler contre eux parce qu'on a démarré quasiment en même temps il y a 4 ans. Sauf qu'aujourd'hui, Casaden, malheureusement, ne font plus d'activités sèches. Ils sont vraiment spécialisés sur le séjour, le voyage. Ils font des activités sur 2, 3 jours ou plus. Ils font plus d'activités sèches pour des raisons financières, si j'ai bien tout compris. Mais par contre, en effet, en montagne, ils sont très spécialisés. Et les partenaires historiques du coup, qu'on avait en commun, qui ne travaillent plus avec eux aujourd'hui, avaient principalement des très bons retours. Et ils ont cette position très forte sur la montagne, parce qu'ils ont commencé dès le départ en étant spécialisés que montagne. Est-ce que vous fléchez un petit peu, c'est-à-dire que vous mettez en avant certaines activités et pas d'autres, et si vous mettez certaines activités en avant, quelles sont ces activités qui sont mises en avant? Est-ce que c'est des activités très connues et déjà un peu standardisées, ou justement des petites pépites qui sortent un peu de l'ordinaire? Alors, indirectement, notre moteur de recherche aujourd'hui, il est basé par rapport à ce que les clients recherchent et consomment. Donc aujourd'hui, si j'ai 2 activités identiques, j'en ai une qui a été mise 20 fois au panier et 10 fois effectuée, et une qui n'a jamais été achetée, par défaut, celle qui a le plus été consommée est mise en avant. Par contre, au niveau de nos communications, nous en interne, quand on parle aux clients, quand on fait des newsletters, quand on échange sur les réseaux sociaux, on va chercher à mettre en avant des choses différentes. Moi, personnellement, et avec Adrenaline Hunter, on adore vendre des activités originales. Là, en ce moment, je travaille sur un produit qui est tout bête, que vous faites tous en tant que guide de montagne et moniteur. Là, on reste sur... C'est moins le cas pour l'escalade, mais de l'initiation au ski de randonnée. Aujourd'hui, quand on cherche du ski de randonnée, on trouve que des choses relativement complexes. Il faut avoir des gens qui connaissent la discipline pour pouvoir s'y engager. C'est très compliqué de trouver sur Internet directement aujourd'hui une initiation au ski de randonnée avec les informations pour louer du matériel. Quelqu'un qui a un bon niveau de ski, qui skie depuis 20 ans parce qu'il va 2 semaines par an en vacances à la montagne, j'en connais beaucoup qui n'ont jamais passé le pas de tester le ski de randonnée. Donc nous, on va essayer de mettre en avant ce type d'activité-là. Et pour ça, on les référence via nos communications et autres. Mais c'est vrai qu'intuitivement parlant, on reste un site de réservation et forcément, on met en avant les activités qu'on vend. Parce que de toute façon, c'est ce que les clients recherchent. C'est comme ça qu'on va toucher les clients. Par contre, une fois que le client est chez nous, via le site, on lui met en avant des produits équivalents. Quand on l'a au téléphone, on vérifie par rapport à son niveau, ses attentes, et on sait lui recommander des produits qui peuvent mieux lui correspondre. Mais très souvent, et aujourd'hui on peut le voir partout, hein, les activités à Chamonix, on vend le Mont Blanc. Les activités dans les Aravis, on vend Annecy. Et je peux en faire d'autres comme ça. C'est vrai qu'on est obligé de toucher sur ces points d'intérêt pour acquérir le client. Après, c'est à nous, en tant que revendeurs, mais aussi à nos partenaires, de créer les produits et les activités qui peuvent correspondre, qui peuvent être équivalentes, plus chères, moins chères, avec des photos différentes, avec des prix, enfin, avec des différences, pour les mettre en avant. Et ça, nous, en tant que revendeurs, on ne crée pas de produits. Donc on ne peut pas le faire tout seul. Et ouais, juste par exemple, tu parlais du produit initiation ski d'enduro. Ça, c'est vrai que c'est des produits, par exemple, qu'on retrouve énormément dans des bureaux UDI classiques. Et justement, le tournant du numérique, il est intéressant ici, c'est que ces produits qui sont concentrés dans des bureaux sont peut-être beaucoup moins mis en valeur sur Internet, et du coup, on est sur 2 canaux de vente différents qui ne touchent pas forcément les mêmes publics. Vous voulez réagir ou... Je veux bien qu'on parle justement de allez, système. et puis après, Yannick. Donc, oui, donc je crois qu'on voit l'écueil, un des écueils de ces plateformes, sans les critiquer, puisque c'est pas propre à Adrenaline Hunter, c'est propre au moteur de recherche et au système de classement. Il y a 2 risques. Il y a d'une part le fait qu'en mettant comme le prix comme critère de recherche, eh ben, on pousse à payer le moins cher possible. Donc on va mettre en tête les choses qui sont les moins chères possibles, donc la paupérisation du métier. Et la deuxième, c'est on va aussi avoir en tête des résultats des moteurs de recherche les choses qui se vendent déjà. Donc on pousse également à la standardisation. Donc on a les 2 écueils d'un certain nombre de plateformes qui ont donné les mêmes choses dans d'autres domaines que la montagne. Et nous, justement, on a essayé de fonctionner autrement. Alors c'est pas encore en ligne, donc on ne peut pas le tester, mais nous, ce qu'on essaie de favoriser, c'est la rencontre fine entre le profil d'un client ou le profil de sa demande
et un professionnel ou une offre qui va vraiment lui correspondre finement. Donc il n'y a pas de critère de prix, évidemment il aura le prix, puis il verra si c'est possible ou pas, mais c'est pas ça qui va amener le truc en tête de sa recherche, c'est plutôt le fait que ça corresponde finalement à ce qu'il recherche. C'est pour ça qu'on ajoute des labels, donc on a parlé des labels du KID, mais aussi des labels qui sont propres à chaque activité. On a aussi des labels donc, genre tout public, ça s'appelle la Family Adventure, il y a Authentic Adventure, c'est quelque chose de plus engagé, et on a Smart Adventure, c'est quelque chose qui est focalisé sur la découverte scientifique ou culturelle, donc, par exemple. Et donc on va chercher à multiplier des critères comme ça, croiser les critères pour que l'expérience client, comme on dit souvent dans le domaine du numérique et de la nouvelle économie, elle soit la plus satisfaisante possible pour lui et que finalement le prix ne soit qu'un critère secondaire puisqu'il se dira non c'est absolument ça que je veux vivre et c'est avec cette personne-là, ce guide-là ou ce moniteur-là que je veux la vivre, donc finalement je vais lui mettre le prix et le prix finalement n'est pas un critère objectif finalement puisqu'on n'achète pas la même chose. Donc voilà, nous ce qu'on essaye c'est de ne pas vendre les activités de pleine nature au sens large comme un produit de grande consommation, comme on le trouve sur Amazon ou je ne sais pas. Ludo, comment vous concevez vos produits un petit peu au bureau de Grenoble? Alors nous on a des produits classiques, en effet beaucoup d'initiations, donc ski de rando, escalade, alpinisme. Voilà, donc les produits classiques des bureaux de guide. Et après, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, les autres bureaux doivent faire un peu pareil. On aime bien aussi s'éloigner de la foule, donc après on propose toujours une part importante de choses un petit peu exotiques qui sont souvent liées plus au local. Hein, les guides se déplacent beaucoup, mais toutes les petites choses sympas qu'on a autour de chez nous. Et des fois, du coup, on en profite en même temps pour ouvrir des itinéraires, escalade ou voie mixte ou autre, hein, le ski c'est encore différent, mais on peut faire des ouvertures de couloirs. Mais voilà, donc on a des produits très classiques et des produits vraiment très spécifiques où très peu de personnes y vont et qui sont développés même pour nos clients. On ne trouve pas forcément les topos d'ailleurs. Alors en fait, en entendant ça, je serais un petit peu curieuse de voir, à la fois peut-être chez Adrenaline Hunters, même si je pense que sur les plateformes, en fait, là on parle beaucoup de produits. Et en fait, dans la réalité du métier quand même, et je pense aussi dans la réalité des bureaux, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir le retour sur, ils se vendent aussi ce qu'on va appeler un peu des journées guides ou en termes un peu plus orientés des clients, un engagement privé. Et c'est vrai que la différence en fait dans la réalité, c'est que quelque part, tout le cœur de prestation du guide, ça va quand même être, on va parler par exemple dans ski de randonnée, parce que c'est la saison qui approche, de déterminer peut-être 2 jours avant, peut-être la veille, quel va être l'itinéraire qui va le mieux correspondre en fonction des conditions du moment, que ce soit qualité de la neige, risque en particulier d'un itinéraire, risque avalanche, et puis compétences des clients une fois qu'on en a parlé. Quel sera l'itinéraire? Et moi, dans ma façon de travailler, c'est un peu la façon dont je préfère travailler, c'est vraiment déterminer, attendre potentiellement le dernier moment pour déterminer l'itinéraire que je vais recommander, proposer, sur lequel je vais emmener des clients. Et du coup, ce que je me demande, c'est que ces plateformes numériques vont pousser peut-être à vendre quelque chose qui est quand même plus facile à vendre, et ça on voit très bien pourquoi, en vendant un produit plutôt que cette prestation. Alors en fait, quelle est la part sur les plateformes numériques et particulièrement, comment est-ce que vous envisagez sur votre nouvelle plateforme, Yannick, parce que je pense que on va un peu dans le même sens. Et au sein du bureau des guides, finalement, quelle est la part de produits vendus par rapport à la part d'engagement journée qui vont être vendus? Comment est-ce que ça s'équilibre? Alors, pour le coup, ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant, je pense. Nous, à Adrenaline Hunter, par défaut, on a un site de réservation. Notre métier, c'est vendre de l'activité. Clairement, 80-90% de notre business aujourd'hui, c'est de vendre des produits. Si on reste sur l'escalade uniquement, moi, mes demandes en escalade, c'est de l'initiation en falaise, des grimpeurs de salle qui veulent découvrir de l'activité. La difficulté de ce type de produit, et je pense que Eric va être d'accord là-dessus, c'est que c'est compliqué de créer des groupes. Avoir un groupe de plus de 5 personnes en initiation en falaise sur une date bien précise, c'est pas toujours évident. Et de l'initiation à la grande voie, mais c'est des plus petits volumes du coup, sur un modèle d'engagement guide. Typiquement sur l'Ardèche par exemple, on vend, j'ai dû faire peut-être 5-10 demi-journées d'engagement guide en initiation à la grande voie sur l'Ardèche. Et ce qu'on vend ici, c'est pas une grande voie.
C'est une demi-journée d'engagement avec notre guide André Noël des intraterrestres sur de la grande voie en escalade en Ardèche. Le produit, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. C'est à la décharge du moniteur qui va créer le produit avec vous dans un second temps. Donc là, on fait, du coup, pour ce type de produit, c'est de la vente directe. Le client réserve chez nous, mais par contre, ça oblige notre partenaire à faire donc, son métier de moniteur ou de guide, prendre contact avec le client et créer le produit qui lui semble bien à lui et qui pense va correspondre au client. Mais c'est une petite partie de notre business aujourd'hui. Parce que, techniquement parlant, cette notion humaine de création de produits la veille pour le lendemain, on n'a pas les moyens de le faire. Ni technique, ni humain, simplement. Parce qu'on est sur des volumes, sur la haute saison, on est sur plus de 300 réservations au jour. Oui, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est plus la vente d'un sommet par rapport à la vente d'une journée falaise qui, elle, par contre... En escalade, par exemple, en grande voie, je ne vends pas une grande voie. Ouais. Parce que pour plein de raisons différentes, elle ne pourra pas avoir lieu. Ouais, je voulais dire quelque chose là-dessus, ça m'intéresse. Internet, justement, hein. Internet, j'ai envie de dire, ça a tendance à standardiser en fait tous nos produits. Je vous donne une petite anecdote. J'ai vécu il y a 4 ou 5 ans. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Corse en canyoning et je connais très bien la Corse. Et je connais aussi très bien les grandes voies d'escalade de Corse. Et je me suis dit, il y a 5 ans, je vais faire un stage d'escalade en Corse. À l'époque, Casaden venait de se monter, il m'avait contacté parce qu'il cherchait justement à avoir des produits en fait, innovateurs. Et ils ont vu mon stage qui traînait sur mon blog, ils m'ont dit, ils m'ont contacté, on le met sur notre site. Ok, très bien. Première année, j'ai fait un super stage encore, j'avais 5 ou 6 personnes. Deuxième année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu apparaître sur Internet 3 ou 4 annonces de stages en Corse, d'autres guides, d'autres moniteurs. Notamment un sur Casaden. Donc on s'est retrouvé avec 2 stages en Corse sur Casaden, avec un nombre de jours différents, un prix différent, un programme qui était plus ou moins le même, des photos différentes. Et la deuxième année, j'ai pas fait le stage. J'ai eu que 2 personnes, je suis pas parti. Voilà. De cette expérience, en fait, je me suis méfié. J'ai arrêté de tout mettre sur Internet. J'ai arrêté de mettre les descriptifs complets de stage sur Internet. Quand je vends des grandes voies, je vends des journées grandes voies avec un niveau. Je ne dis pas où je vais. J'ai ouvert des grandes voies au départ, je ne disais pas où je les avais ouvertes. Et donc je me suis méfié de ça. C'est un peu les produits en fait où il n'y a pas de topo. C'est exactement ça, parce que sinon, on s'aperçoit en fait qu'on fait quelque chose qui est nouveau, hein. On fait de la création, on crée des produits. Je ne sais pas appeler ça produit, mais on crée des nouvelles choses. Parce que le produit, déjà on ne fait pas de commerce, on est nos commerciaux hein, quand on fait des. On ne commercialise pas, moi je commercialise pas, moi je fais de la formation. Mais du coup, voilà, on n'est pas sujeté à la TVA, c'est bien. Tant mieux pour nous. Par contre, voilà, ce que je voulais dire, voilà, c'est que c'est vrai qu'Internet, en fait, l'effet pervers d'Internet, c'est que tout se sait, tout se transmet. On voit bien sur Camp to Camp, hein, c'est vrai que ça arrive même à certaines dérives, hein, parce que demain, il y a une table ronde sur les topos, là, c'est exactement pareil. En fait, tout se sait, et du coup, un professionnel qui avait un produit qui était innovant, qui pouvait intéresser certaines personnes, et ben, l'année d'après, ce produit se retrouve un peu copié. Ouais, juste en passant, en fait, les produits tout ficelés, bien décrits, nous au bureau on n'en vend presque pas, puisqu'en fait les 3/4 du temps c'est des engagements, et donc dans la discussion avec le client on change un petit peu les données, on change le massif, on change les dates, donc voilà. Et de toute façon, même sur les produits très bien ficelés, je pense que on sait à 100% où on va être dans 3 minutes, 5 minutes avant. Ça change tout le temps. On est sur un milieu extérieur qui évolue, nos clients évoluent, nous aussi on évolue, on n'est pas en forme, on est en forme, il fait beau, on a envie de faire un détour. Donc de toute façon, les produits ils changent constamment. Brièvement, donc oui, pour répondre à Elsie sur sa préoccupation sur comment ne pas avoir 15 fois le même produit et comment on fait pour avoir une journée d'engagement plutôt qu'un produit standardisé. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement, je parlais de la rencontre entre un guide et un client, on va mettre en avant le profil du guide ou du moniteur, ou de la guide ou de la monitrice. Ce qu'on veut, fondamentalement, c'est qu'un client
choisissent un guide non pas pour le tarif de la prestation qu'il propose, ni pour la destination qui pourrait être proposée par d'autres, mais parce qu'il a envie d'y aller avec cette personne-là en particulier. À la limite, peu importe le prix. Et dans des proportions raisonnables, bien sûr. Et donc, finalement, beaucoup des choses qu'on prévoit de vendre en ligne, ça va être une journée avec un tel, mais sans programme prédéfini. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tarif spécial pour une course dans les aiguilles rouges, à difficulté à peu près commune, bien évidemment. On n'aura pas le même prix si on va au Grand Joras que si on va dans les aiguilles rouges. L'idée, c'est, voilà, vous achetez une journée avec un tel ou une telle, une expérience en montagne, et après, le programme sera défini entre le guide ou la monitrice et le client, un tarif à peu près standard que le guide ou la monitrice fixera lui-même. Mais voilà, l'idée, c'est plutôt de favoriser cette rencontre-là, et que finalement, c'est ce qui donne du prix à la chose. C'est plutôt la personne avec qui on a envie d'être, et on lui fait confiance pour l'expérience qu'elle nous propose derrière. Alors, je vais juste donner le contrepoint de ce qui pourrait être finalement une standardisation par numérique. Je vous ai parlé rapidement quand je me suis présenté d'une petite plateforme, enfin d'une petite structure qu'on essaie de monter, donc moi c'est avec ma sœur. Et en fait, on a beaucoup réfléchi sur la manière de mettre en ligne quelque chose qui n'est pas encore en ligne d'ailleurs. Et je vais vous donner un petit peu le cheminement qui a été le nôtre. On s'est dit, l'idée c'est justement d'aller à l'encontre de cette standardisation et d'essayer d'être au plus près d'une co-construction des expériences avec nos futurs potentiels clients. Et donc en regardant un petit peu à la fois les produits qui sont vendus par les plateformes, à la fois aussi les produits qui sont vendus par les agences ou des courses peut-être plus diversifiées et variées qui sont mis en ligne sur des sites de bureaux des guides ou de professionnels indépendants, on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait toujours un classement qui était un peu le même, saison, hiver, été, activité, parapente, alpinisme, escalade, Mont Blanc, enfin voilà. Et donc quelque chose, finalement, une structure qui était hyper standardisée et qui mettait en avant des produits qui, de fait, un client pouvait toujours acheter, plusieurs clients pouvaient acheter le même produit. Et on s'est dit, on va renverser ça et on ne va mettre aucune prestation, mais on va plutôt faire état d'expériences immersives qu'on a déjà vécues, donc avec des photos, un petit texte, et puis un petit topo aussi, et aussi un tracé GPS. Et puis on va inviter après nos clients finalement à nous contacter directement pour qu'on puisse co-construire ensemble la ligne ou l'expérience qui leur correspond. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est possible à une échelle individuelle de guide artisan, peut-être hors structure. C'est beaucoup plus difficile dès qu'on commence à être dans un système plus structuré. Parce que, évidemment, ça prend quand même énormément de temps, tout ce temps de préparation. Voilà. Je pense, je ne sais pas trop encore combien de temps on a, 1 heure, c'est ça 10 minutes. Bon, alors il ne me reste que 10 minutes, je m'attendais à la réponse. J'aimerais bien qu'on aille juste sur une dernière question, c'est la question des responsabilités. Je m'explique. Les systèmes traditionnels, donc les bureaux et compagnies, bon, je reste sur l'activité de guide parce que je la connais mieux, la compagnie de Chamonix, qui est le premier bureau des guides, qui a été créé il y a près de 200 ans, en 1821. Derrière cette création, et dès le départ, il y a eu un esprit aussi d'entraide entre ces différents professionnels, et notamment lorsqu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, c'est un accident ou une péripétie de cet ordre-là. Je pense que ce modèle-là a survécu à l'évolution du métier, et notamment à une tendance peut-être qui va vers l'individualisme, mais en tout cas on a réussi à conserver ça, a priori au sein des bureaux, compagnies, et au sein des différents syndicats. Moi, ma question, c'est du coup, dans le domaine des plateformes, enfin dans l'univers des plateformes, quel suivi vous mettez en place auprès des clients, sachant que le modèle juste avant la plateforme, qui est le modèle des agences, qui est un modèle qui a été postérieur à la création des bureaux des guides, elle a un numéro Atout France et donc une obligation de résultat sur les séjours qu'elle vend. Voilà. C'est ce que j'avais dit en introduction. Donc vous, Adrien Hunter, est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ça ou pas? Est-ce que vous mettez en place des choses? Alors, pour le coup, nous, Adrenaline Hunter, on a l'agrément Atout France. On ne l'exploite pas, mais on l'a pour des raisons d'assurance. On a 2 assurances aujourd'hui, une qui nous couvre, nous, notre RC Pro, et une seconde assurance financière qui couvre nos clients. Notre agrément, on ne l'utilise pas parce qu'on ne veut pas créer de produits. Aujourd'hui, ce qu'on vend sur Adrenaline Hunter,
on est simplement un intermédiaire entre nos prestataires et nos clients. Techniquement parlant, aujourd'hui, mes clients réservent en direct avec nos partenaires et nous, on n'est vraiment que l'intermédiaire. Donc on ne créera pas de produit, donc on a l'agrément uniquement pour des raisons d'assurance, parce que nous, Adrenaline, on est assurés dans le cas où les assurances de nos partenaires ne prendraient pas en charge intégralement la situation qui peut arriver. Mais par rapport à ça, donc nous, on ne veut pas créer de produit, parce que c'est un autre métier. Nous, notre métier, c'est mettre en avant ce que font nos partenaires. Simplement. Mais techniquement, on a l'agrément, on pourrait. Mais on n'a pas les moyens humains de le faire, principalement. Indépendamment de créer les produits, le simple fait de vendre des produits tout compris, même si ce n'est pas vous qui les concevez, vous êtes censé être assuré si le partenaire en question n'a pas d'agrément tourisme. Pour le coup, les produits tout compris qu'on vend, c'est que nos partenaires ont l'agrément. D'accord. On ne délègue pas notre agrément, c'est le nôtre qui nous sert uniquement pour assurer. Ce que vous feriez si jamais vous l'organiseriez voilà. vous-même. On n'exploite pas cet agrément là justement parce que c'est obligatoire en France d'avoir cet agrément pour que notre assureur veuille bien nous couvrir. Pour moi, ici, avec le thème de la responsabilité, on touche quand même à peut-être une des plus grands axes de progression possible des plateformes. Parce que dans ce qui est la commercialisation historique, quand on est en direct avec un client, on va un peu tout lui expliquer ce que ça impacte, et notamment quand même une discussion en général sur les risques. Et du coup, c'est quand même une relation partagée. Je pense qu'il s'est peut-être un peu perdu avec une sorte dans la société un peu de déni du risque, mais sur lequel je pense qu'on va revenir, et c'est au rôle de chacun et des syndicats d'arriver vers un échange. Je pense que les bureaux ont une expertise, et là je parle également un peu des secrétaires, qui ne sont pas forcément guides, moniteurs, accompagnateurs, qui ont cette expertise de vraiment informer correctement les clients sur la prestation et de vérifier l'adéquation entre les compétences, le niveau, les envies des clients et ce qui est vendu. Aujourd'hui, on voit quand même certaines limites sur des plateformes. On a vu sur un reportage télé, un client a appelé une plateforme pour dire voilà, j'aimerais aller au Mont Blanc, comment ça se passe, et qu'on lui réponde c'est facile, et non, il n'y a pas de risque. Et derrière ça, la responsabilité, par contre, quoi qu'il arrive, elle va quand même être sur le guide, et avec des gros problématiques de qu'est-ce qui se passe si, d'une part, le guide explique et il dit ah ben non, c'est pas ce qu'on m'a vendu, et d'autre part, pire encore, bien sûr, s'il y a un accident. Et voilà, je donne cet exemple-là, mais je dirais que j'en ai vu un malheureusement sur la vente d'une prestation Hiking Trip au Mont-Rose, qui est vendue à partir de 10 ans sur un sommet qui est quand même à 4500 mètres, qu'on écrit comme un Hiking Trip en titre, et sur lequel, en lisant la description, peut-être trop rapidement, mais je crois que je l'ai quand même bien lu, on ne mentionne pas qu'il y a un glacier avec un glacier très crevassé avec des risques d'escalade, et où le mal des montagnes n'est pas précisé. Derrière ça, le guide va se retrouver avec un guide avec potentiellement des enfants sur lesquels on a une responsabilité qui n'est plus seulement de moyen, mais qui va se rapprocher de résultats dans le sens où on est quasi obligé de garantir la sécurité de l'enfant. Alors qu'au moment où la prestation a été vendue, et là je pense qu'un des problèmes c'est la façon, qu'est-ce qui est précisé, potentiellement la famille qui va en rose n'a pas la moindre idée de ce que c'est que l'impact de l'altitude ou des risques qui peuvent être encourus. Donc là, pour moi, il y a un décalage. Il y a même un exemple encore plus caricatural que celui que tu évoques, qui touchait le Mont Blanc aussi, et la même plateforme, parce que je pense qu'on parle de la même. Qui est deux plateformes différentes. La première, on va dire, voilà. Qui proposait également la vente du Mont Blanc sans guide sur le terrain, mais le guide qui guidait à distance par radio, ce qui était quand même assez fabuleux. C'est-à-dire qu'on vous garantissait le sommet, mais guidé par radio et par GPS et je ne sais quoi. Donc, ils avaient fait œuvre d'innovation d'une certaine manière, mais en termes de sécurité et de responsabilité, c'était quand même un petit peu différent. Donc voilà, ça montre effectivement, ça illustre les dérives que tu évoques. Pour répondre à ça, nous, à Adrenaline Hunter, aujourd'hui, on crée les produits pour nos partenaires, mais avec les informations que nos partenaires nous fournissent. Chaque produit qui est en ligne est envoyé donc à nos différents partenaires pour validation. On publie directement évidemment, mais nos partenaires sont censés relire ce qu'on publie et corriger les produits. Et dans tous les cas, nous à Adrenaline Hunter, on fait de la vente en effet, le client réserve. Par ailleurs, c'est toujours, et c'est écrit partout sur le site, à la décharge du partenaire de faire ou pas la sortie selon ses critères de sécurité. Nous, à partir du moment où la réservation est effectuée et que le partenaire a accepté la dispo, il a les contacts des clients. On ne le demande pas
pour 90% de nos activités. Et pour la haute montagne, on invite quand même nos partenaires à contacter les clients pour faire un point. J'imagine que si tu pars demain en haute montagne avec des clients à qui tu n'as jamais parlé, tu vas faire la démarche quand même de vérifier qui sont les clients. C'est pas parce qu'un client réserve sur Adrenaline Hunter qu'il a son départ garanti le lendemain matin, pour vulgariser un petit peu la chose. C'est toujours à la décharge du guide de prendre la décision si lui fait la sortie ou pas. On n'a jusqu'à aujourd'hui pas fait de réel, on a eu quelques petites erreurs de casting, mais jamais rien de grave chez Adrenaline Hunter en 4 ans. Mais c'est vrai que techniquement parlant, on n'est que un site internet. Donc on parle seulement à 40-45% de nos clients aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% de nos clients. On ne parle pas que de haute montagne, 80% de nos réservations sont en activité beaucoup plus facile d'accès, mais il y a plus de 50% de nos clients qui réservent en direct avec nos partenaires sans qu'on leur parle jamais. Donc les produits qu'on met en avant sur le site, c'est nous qui les mettons en avant avec les informations de nos partenaires. Théoriquement parlant, nos partenaires valident ces différentes pages et seulement ensuite on commence à les vendre. Mais après, dans le nombre d'activités, quand on propose 10 000 activités un peu partout, il peut y avoir des loupés, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de soucis, puisque dans tous les cas, nos partenaires et nos clients sont en contact, et s'il y a un souci, on arrive à l'identifier assez rapidement, avant d'envoyer le client au sommet d'une montagne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on observe quand même des dysfonctionnements, et pour moi, il n'est pas question de se renvoyer la balle, mais vraiment d'essayer de déterminer comment améliorer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, des pistes, et voilà, c'est quelque chose qu'on travaille au SNGM, qu'on étudie en tout cas, pour voir qu'est-ce qui se fait bien. On a quand même d'ailleurs la richesse de près de 1500 membres, avec des choses, des bureaux qui font certaines choses très bien, et des fois qui observent un besoin quelque part d'information. C'est déjà peut-être de déterminer qu'est-ce qui doit apparaître sur une offre, parce qu'aujourd'hui il en manque, et ça je pense que c'est peut-être une piste assez simple quelque part à mettre en œuvre. Et je pense que quand même quelque chose qui manque, c'est qu'avec la numérisation, on a un risque de déshumaniser un peu cette relation, et que c'est vrai que ça me choque presque de voir des produits qui sont vendus sans qu'il y ait une relation un peu au guide, ou à un expert, on va dire, qui peut être autre que guide, mais qui est un peu un expert de la prestation vendue. Et je pense que peut-être de remettre très tôt dans la relation, et même avant l'acte de vente, la relation avec le professionnel ou un expert, ça peut quand même déjà être une piste qui réduirait pas mal de problèmes. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire d'emblée sur la plateforme, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir payé, le client pourra s'entretenir avec le guide, puisque il y aura une messagerie propre au site, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'aller sur le site, sur le mail perso du guide ou du moniteur pour dialoguer. Et donc tout ce travail de conseil qu'apporte le professionnel de façon classique dans un bureau par exemple, il va le faire via le site. Donc, et puis il y a un double check, si je peux me permettre de parler en anglais, puisque on est dans le nouveau monde du numérique. Il y a le fait que nous aussi on connaît les produits, c'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre comme information sur le site, ça aura été d'une part émis au départ par le professionnel de terrain, mais nous on connaît aussi si jamais il y a des erreurs ou des manques, on va les corriger, puisque c'est nous qui éditons in fine l'offre. Donc il y a une double vérification. Là, pour le coup, je suis entièrement d'accord. Nous aussi, quand on proposait 500 activités, on les connaissait tous. Aujourd'hui, on a un catalogue qui est beaucoup plus important. On va approcher les 10 000 activités sur Adrenaline Hunter, mais on n'est que 18. Donc, malheureusement, pour connaître 10 000 produits à 18, c'est compliqué. Simplement pour des raisons... Je pense que personne ne peut connaître 10 000 produits. Et pour en revenir à ce que tu disais, Yannick, sur la notion client, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, mes clients qui veulent réserver, par exemple, de l'initiation à l'escalade, n'ont pas envie de prendre le temps de parler à un moniteur. C'est triste, mais c'est l'évolution des consommations aujourd'hui. Les clients aujourd'hui veulent réserver de l'activité facilement, découvrir de l'activité, se faire plaisir, se faire éventuellement un petit peu peur, mais sans prendre de risques, et faire des activités qui leur correspondent. Là, je parle vraiment des activités d'initiation. Je ne parle pas de haute montagne, je ne parle pas d'alpinisme, je ne parle pas de grande voie. Mais aujourd'hui, les clients qui cherchent à faire de l'escalade, du canyon aussi, mais de la via ferrata. La via ferrata, c'est le 4e sport qu'on vend le plus en France. Le canyon est le premier. Entre les deux, on a le parapente et le saut élastique. Les clients aujourd'hui n'ont pas envie. Et c'est un petit peu frustrant, même pour moi aujourd'hui. Mais ce type de clients-là n'ont pas forcément
besoin, ou du moins ne sentent pas le besoin et n'ont pas forcément envie de prendre le temps de parler avec le guide, de prendre le temps d'écrire avec le guide. Moi, j'ai des clients qui me disent « Ah, moi, je veux faire une activité à tel endroit, on est en famille, est-ce qu'on peut réserver? Et est-ce qu'il y a de la disponibilité ?» Et c'est un petit peu frustrant, parce que moi, avant tout, je suis passionné de plein d'activités, de toutes ces activités-là. Mais les clients, techniquement parlant, eux, ce qui leur importe, c'est de pouvoir faire une activité sympa, avoir des sensations et découvrir de nouvelles choses. Et oui, c'est un peu dur à dire comme ça, mais c'est l'évolution des sports d'aventure. Et je parle de façon très générale, hein, tous sports confondus. C'est plutôt l'évolution des consommations. On le voit avec l'hôtellerie, on le voit avec les transports en commun, on le voit même avec les médecins. Si on parle uniquement de la France avec Doctolib par exemple, aujourd'hui les gens n'ont plus de médecin traitant. Ils réservent leur rendez-vous chez le médecin sur une plateforme en 3 clics et ils vont chez le médecin. Et aujourd'hui sur beaucoup d'activités, et je ne parle pas pour tous, encore une fois, j'ai nuance par rapport à ça, et j'espère que ça va pas continuer d'accélérer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, sur des activités de loisirs, d'aventure de loisirs, les clients s'attendent à avoir des choses simples, de pouvoir réserver facilement, d'être avec des professionnels qui vont les encadrer, qui vont leur apprendre des choses, ils sont très intéressés par la notion culturelle des destinations, ce genre de choses, et en fait, ils veulent pas forcément perdre de temps à parler au guide. Et là, je parle que du français en France. Nous, on travaille sur des clients du monde entier. Le client allemand, et encore, il est curieux, donc lui, potentiellement, il va prendre le temps de se renseigner. Mais un client britannique qui veut faire une sortie en canyon dans le YEK, il réserve et 3 jours après, il veut être dans le YEK. Et il n'a pas forcément envie de répondre à un formulaire de satisfaction, s'il a les niveaux, ce genre de choses. Et c'est frustrant. Je me mets à votre place et je comprends à quel point c'est frustrant. Mais en tant que vendeur d'activité, nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Nos clients sont moins fans des actifs. Les clients qui sont aptes à faire de la haute montagne, de l'initiation à la grande voie, de l'alpinisme, c'est peut-être 5% des clients du monde. Et c'est bien ou pas, ça c'est pas à moi de le définir, je suis curieux de voir ce que vous pensez d'ailleurs par rapport à ça, mais je pense que ce type de produit est un petit peu élitiste aujourd'hui. Sans forcément être fermé, hein, mais il faut que les gens aient des moyens financiers, physiques, de pouvoir faire ces activités-là, alors qu'on est dans une société où les gens attendent de plus en plus à faire des activités accessibles, faciles, qui vont leur procurer des sensations, qui vont pouvoir faire en famille avec les enfants, et qui vont aussi être un petit peu moins chers, mais surtout moins risqués pour les clients et pour les encadrants. Je sais pas, je suis curieux de voir. Ouais. C'était un peu cru, mais... Moi, je complète un peu. Ouais. C'est vrai que sur mon site internet équipeverticale.fr, c'est vrai que ça fait 6 ans que je vends aussi du canyoning et de la via ferrata, parce que je suis guide de canyoning. Et je travaille beaucoup à côté de Lyon et avec 95% de Lyonnais. Je me suis aperçu en 5 ans en fait, que sur le canyoning, c'était du one-shot à chaque fois. Que même les gens qui me rappelaient l'année d'après, si je ne les rappelais pas dans les 48 heures, ils avaient trouvé un guide. Pour la via ferrata, c'est notre première vente d'activité sur Lyon depuis 2 ans. On a la chance d'avoir celle de Saint-Etienne, on peut même emmener des enfants à partir de 6 ans. Et c'est pareil, c'est vraiment une activité one-shot que font les gens une seule fois et ne nous rappellent jamais pour autre chose. À nuancer avec l'escalade, avec des initiations falaises ou bien de la grande voie, voire des stages, où là j'ai une clientèle qui revient sur les stages à près de 80%. C'est-à-dire que chaque personne, chaque année que j'ai une fois en stage, revient pas à 100%, mais quasiment de manière très certaine l'année d'après. Et c'est des gens que j'arrive sur plusieurs années à faire du guidage. C'est-à-dire qu'on arrive sur l'engagement jour, ils me demandent après de sortir à la journée avec eux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses qui se construisent sur plusieurs années. Mais comme l'a dit Vincent, sur les activités grand public, comme la via ferrata ou le canyoning, on est vraiment dans l'ubérisation complète. Là pour le coup, hein, vous voyez la bataille des prix sur Internet, et puis c'est à coup de Google AdWords en fait qu'on a des clients. Donc on n'est vraiment plus du tout sur des activités de montagne où là vraiment il y a un lien très fort de personnalité avec le guide qu'on a. Quoi. Voilà. C'est juste ce que je voulais... Je vais juste ajouter un truc. Enfin, vas-y. Oui, juste un truc, puisque en tant que entre guillemets, dirigeant d'un syndicat, on est confronté aux problématiques d'assurance.
ce problème du canyon en particulier que tu évoques, qui sont ces activités qui drainent beaucoup de monde, qui sont des néophytes complets, qui n'ont pas de culture finalement des sports nature et des sports à risque, est porteur de dangers à moyen terme ou à long terme pour nos professions, parce que on se retrouve avec des procès pour des dommages tout à fait bénins, quelqu'un qui se fissure un talon parce qu'il a mal marché dans le lit de la rivière, ou qu'il a sauté de 30 cm et il s'est foulé la cheville, et des gens qui arrivent par ce biais-là à obtenir des dédommagements financiers importants, alors qu'une éducation de base au fait que on pratique un sport nature et il y a quand même des risques indépendamment de la compétence du guide ou du moniteur, où il peut nous arriver quelque chose. Et ces gens-là, visiblement, ne sont pas accoutumés à ça. Et les juges eux-mêmes finissent par ne plus prendre en compte cette dimension-là. Et je pense que ce problème-là, il est accentué effectivement par le numérique, où cette ubérisation que tu évoques dans le domaine des choses faciles d'accès, a priori. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait une réflexion entre professionnels, syndicats professionnels, pour prévenir ce risque-là, parce que je pense vraiment qu'à un moment donné, par des activités comme ça grand public, on ne va plus pouvoir s'assurer à terme. C'est déjà un problème sur lequel Peut-être qu'il va être temps de conclure. Là, je me tourne vers les organisateurs. Il reste 1 minute. Non, mais bon, 16h30. Non, mais la prochaine conférence démarre à 16h30. Ouais, donc le temps qui s'installe un peu. Ok, donc je vais essayer d'esquisser quelques pistes de conclusion, très rapides, parce que j'ai pas eu le temps de tout noter, et c'était assez passionnant ces échanges, mais peut-être par commencer par un constat, c'est que finalement, entre nous professionnels et puis Vincent, peut-être, il me semble qu'on ne fait pas tout à fait le même métier. D'un côté, et pourtant on travaille quand même ensemble. D'un côté, les plateformes ont quand même une tendance, on l'a vu, et aussi une tendance un petit peu qui est renforcée par l'usage des outils numériques et leur dérive un peu insidieuse, à vraiment standardiser les activités. Quand nous, on a à cœur justement de conserver cette dimension artisanale qui fait vraiment le fondement de ce pourquoi on aime aller en montagne et on aime emmener des clients. Et donc, me semble-t-il, déjà on n'a pas tout à fait les mêmes clients. Vous restez beaucoup sur du GIR, sur du groupement d'individuels rassemblés. Peut-être que je me trompe. Toutes les activités que tu m'as citées, globalement, sauf le parapente, le canyon, la ferrata, c'est globalement des gros groupes. C'est des particuliers, principalement. C'est des particuliers. Mais voilà, donc c'est du GIR et des clients qui finalement sont assez consommateurs, zappeurs, c'est-à-dire qu'ils vont aller un petit peu picorer dans plein d'activités. Ils sont vraiment attachés à la sensation immédiate. Alors que, bon, je ne sais pas, je ne vais pas parler au nom de mes collègues, mais moi, les clients, j'essaye de les former à ce qui est de vivre une expérience haute montagne, quelque chose qui est de l'ordre du ralentissement, de prendre la mesure de l'environnement dans lequel on se trouve, dans lequel on évolue, et de les inscrire dans une forme de hors quotidien. C'est-à-dire que moi, mon objectif en tant que guide, et je pense que c'est partagé par mes collègues, c'est avant tout que ces gens-là, quand ils vont en montagne, ils ne fassent pas la même chose que ce qu'ils vont faire en bas, quoi. Et donc, finalement, la dérive des vacances du quotidien, c'est de se dire on a 5 jours, il faut que dans ces 5 jours, on n'ait pas 1 minute de libre, et qu'on enchaîne les expériences. Et les vacances seront réussies parce qu'on aura enchaîné le plus d'expériences possibles, et surtout le plus de photos Instagrammables, pour aller plus loin. On aurait pu en parler avec les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui préserve nos professions, que ce soit guide et moniteur, c'est qu'on soit sur des activités qui sont réglementées. C'est-à-dire que ne peut emmener en montagne ou en escalade que des gens qui ont suivi une formation qui est labellisée par l'État et avec des critères précis. Et c'est une grosse différence avec d'autres pays, je pense à des pays nord-américains, où tout le monde peut se définir guide haute montagne. Voilà. Je peux être du jour au lendemain guide haute montagne. Je n'ai pas grand-chose à faire d'autre que de l'inscrire sur un papier. J'aimerais finir par aussi le risque, me semble-t-il, pour nos professions, de ces plateformes, de cette nouvelle forme de commercialisation, qui me semble vise progressivement à isoler les professionnels sur le terrain. On a construit un modèle à la base qui était un modèle assez collectif, assez communautaire, qui sont les bureaux et les compagnies, qui vise justement à rassembler les professionnels sur une aire géographique définie,
et pour plein de choses, et notamment des questions d'entraide en cas de pépin, mais également un truc très très important, et Yannick en a touché 2 mots juste avant, c'est notre capacité à continuer à pouvoir nous assurer. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour nos professions qui est pas du tout évident à l'heure actuelle. Bon, il y a 2 syndicats présents, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, on est sur 2 systèmes assurantiels différents. Le SNGM qui est sur une assurance groupe, c'est-à-dire que le syndicat achète auprès de l'assureur, négocie auprès d'un assureur une assurance et ensuite la revend à chaque guide. C'est-à-dire qu'en gros, si un guide a un accident, globalement, il peut continuer à se faire assurer. Il y a d'autres modèles d'assurance qui sont des assurances individuelles, du type j'assure ma voiture, si j'ai un accident, j'ai un malus, si j'ai trop d'accidents, je suis plus assurable. Voilà. Et donc le péril de ça, c'est que si on arrive à ce modèle-là et qu'on a plusieurs accidents, eh ben on ne soit plus assurable et donc on ne puisse plus exercer. J'aimerais quand même terminer par une question ouverte. La montagne, c'est un milieu contraignant dans lequel on s'adapte. Et finalement, c'est un plaisir d'aller en montagne pour s'adapter. Et c'est peut-être la raison assez profonde qui nous pousse à aller là-haut. Cette adaptation à une contrainte qui est source de notre motivation. Et donc, ça va complètement à l'inverse de ces activités qui seraient assez consommatoires, faciles, accessibles. Et donc, ma question, c'est... et donc, c'est l'activité accessible, hein, je reviens là-dessus, mais qui serait peut-être, a priori, la demande actuelle. On le voit parce que vous faites du chiffre, il y a de la demande. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on accompagne ce mouvement-là? Donc, ça veut dire on va dans le sens de développer et de contribuer au développement de ces activités peut-être plus faciles, plus consommatoires, ou est-ce qu'on réintroduit de la contrainte? Et on dit, si vous partez avec nous, peut-être qu'il y aura un petit moment d'inconfort, quoi. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Et donc j'ai l'impression, Vincent, que ta passion elle est un petit peu meurtrie quand tu nous racontes tout ça. Et donc je me dis que peut-être qu'on a, sur cette question de contrainte ou pas, ou de comment remettre de la contrainte dans ces activités, comment bouleverser un petit peu nos clients, on a peut-être des choses à faire ensemble. Voilà, je voulais finir sur une note quand même un peu positive, malgré les différences qu'on a pointées durant cette table ronde. Je vous remercie en tout cas déjà aux participants d'avoir accepté de se réunir là pour parler de ces questions, et puis vous, public, de nous avoir écoutés. Peut-être qu'on pourra continuer à échanger juste après.